Alors, la réponse à cette question, le fin mot, il appartient évidemment à la personne dépendante, et c'est à elle à chercher dans sa vie la réponse, au fond. Mais je dirais que pour les professionnels, on remarque quand même un certain nombre de voies royales, d'éléments qui se répètent assez fréquemment. Je dirais qu'une partie des personnes qu'on accueille, visiblement, se droguent pour mourir, au fond, on les sent dans une envie de disparaître, dans une envie de se détruire. Une autre partie des personnes que nous accueillons semble plutôt par contre se droguer pour vivre, pour survivre. Puis là on est plutôt dans un rapport à l'automédication, une tentative de se soigner, une tentative d'apaiser quelque chose, d'apaiser une douleur. Et puis une troisième partie de cette population, il y a certainement encore d'autres catégories, mais une troisième partie qui semble beaucoup rattachée à la question de l'appartenance, de l'identité, c'est-à-dire se droguer pour faire partie d'un groupe, faire partie d'une sorte de famille de substitution, avec une très très forte identification à ce moment-là à la marge, à la zone, au groupe des personnes qui consomment et à toute la micro-société marginale, je dirais, qui orbite autour de cette vie-là. Travailler dans le domaine des addictions, c'est apprendre aux personnes dépendantes, mais aussi apprendre et témoigner dans cette société dans laquelle nous vivons qu'il faut vivre avec avant tout. Il faut vivre avec ce qui est. Puis les addictions, c'est un phénomène qui est très large, qui touche beaucoup de gens, qui touche beaucoup de systèmes de la société. Et il est important pour pouvoir se diriger vers une résolution de ces problèmes d'addiction, d'accepter que ça commence par l'accueil de ces gens, la société doit apprendre, me semble-t-il, à vivre avec ces phénomènes et pas seulement à vouloir les combattre, en tout cas au sens de juste les effacer du tableau, de les nier. Je crois qu'il faut les accueillir, ces phénomènes, il ne faut évidemment pas s'en contenter. On doit s'adresser aux personnes qui sont en détresse, on doit leur proposer différentes solutions qui sont adaptées à ce qu'ils sont capables d'accueillir à un moment donné, à ce qu'ils sont d'accord d'investir comme énergie. Voilà, il me semble qu'il y a, je parlais de coévolution tout à l'heure, il y a une co-responsabilité aussi entre les personnes dépendantes et la société et les soignants, pour faire de ces parcours de vie quelque chose qui s'intègre dans la vie sociale et qui reste porteur d'humanité, en fond. Voilà. Ce que ça implique très concrètement déjà, c'est l'importance d'accueillir la personne dépendante, de s'intéresser à son parcours, pour comprendre au fond à la fois le déroulement de cette histoire qui l'a amené dans la consommation, mais aussi comprendre quelle est la place du produit consommé, quelle est la fonction du produit consommé dans son histoire, dans sa tentative de trouver un équilibre au fond dans sa vie. Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça avec un certain nombre de paradoxes que j'essaye de mettre en évidence, ce qui a pour nature d'interpeller les personnes et de les rendre curieuses au fond, de susciter une certaine curiosité, un certain effet au fond dans la rencontre clinique, dans lequel ils trouvent après une motivation pour aller creuser un peu les idées et la situation dans laquelle ils sont. Alors, premier paradoxe, c'est ce que j'appelle le paradoxe du désir, c'est-à-dire qu'il y a chez les personnes dépendantes une confusion entre l'idée de besoin et l'idée d'envie. La notion de besoin est de moins en moins réaliste. La personne s'attache à un effet, c'est l'effet qui est recherché. Au cœur de ce paradoxe, il y a l'énigme de la volonté.
On croit souvent que le toxicomane a ou n'a pas de volonté, et on est amené à explorer au fond avec les personnes dépendantes que cette question de la volonté, elle est très relative. Avoir de la volonté, ça peut être pour une personne dépendante à 10 heures du matin être décidé à ne pas consommer, et à 4 heures de l'après-midi se dire allez, aie un peu de courage, consomme, ça va te faire du bien. Donc on voit que cette notion de la volonté, elle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et qu'en fait elle n'est pas juste un ingrédient du psychisme qui arrive comme ça juste parce qu'on le mobilise. C'est l'ensemble d'une série d'ingrédients dans le psychisme qui touche à des choses aussi diverses que la conscience de son histoire personnelle, la sensation d'appartenance, la possibilité de construire des projets, et puis la possibilité aussi de faire l'expérience de compétences qui sont repérables et qui sont à soi. Un deuxième paradoxe qui est très présent dans le travail avec les personnes dépendantes, c'est ce que j'appelle l'instrumentalisation. Au fond, les personnes se traitent un peu comme des objets et considèrent leur produit comme une personne. Donc on est dans une sorte de retournement comme ça assez bizarre, où on assiste à des témoignages d'amour absolument inouïs, de la personne pour son produit de prédilection. Elle en parle comme d'un partenaire de couple, alors avec aussi toute une série de noms élogieux ou de noms d'oiseaux selon la période dans laquelle, la période à laquelle il se réfère. Et cette instrumentalisation, on la retrouve dans le rapport de soins, parce que la capacité d'attachement, la capacité de lien au départ est souvent extrêmement abîmée, voire inexistante, et le professionnel aussi est souvent abordé un peu comme un instrument, comme un outil. On a parfois l'impression d'être un distributeur de chocolat dans lequel on met la pièce, on appuie sur le petit numéro et voilà, la réponse tombe. Donc évidemment, reconstituer la possibilité d'attachement à travers la rencontre, à travers la possibilité de rester, de s'inscrire dans quelque chose de cohérent et de stable, puis la possibilité d'intérioriser un lien, de modéliser ou remodéliser quelque chose qui permet à la personne de se situer en termes d'identité et de place dans cette société, va être indispensable pour mener à bien au fond, le suivi thérapeutique, le traitement. Il y a le paradoxe de l'effet également. Est-ce qu'on se drogue pour mourir ou est-ce qu'on se drogue pour vivre? Je vous disais, il y a des toxicomanes qui semblent se droguer pour mourir, d'autres pour vivre. Souvent, ils sont entre les deux. Et puis, est-ce qu'on arrête la drogue parce que c'est mauvais ou est-ce qu'on arrête la drogue parce que c'est bon? Ça aussi, c'est une question qui souvent interpelle les personnes dépendantes et qui les amène à voir qu'une partie du problème, c'est que le produit, c'est bon, c'est tellement bon que ça obscurcit tout le reste de la vie. Ça laisse plus de place à rien. Et parfois, c'est parce que c'est trop bon. Évidemment, on est dans un jeu avec le sens, avec le paradoxe, mais c'est parce que c'est trop bon qu'il faut décider de mettre un terme ou de réapprendre un contrôle actif sur les conduites addictives. Par ailleurs, le produit ne soulage pas le besoin de dépendre. Il soulage le besoin d'effet. Puis c'est pas la même chose. Le besoin de dépendre, c'est un besoin qui s'est constitué dans l'histoire de la personne. C'est-à-dire qui va se réparer à travers l'attachement, à travers la sécurité d'un lien, de différents liens, de multiples liens avec les systèmes soignants qui sont censés interagir entre eux, et qui vont reconstituer cette sécurité de base dans laquelle la personne peut retrouver la sensation d'exister, d'identité, la possibilité de penser et de prendre une place, un rôle dans la société. La consommation au fond, soulage que le besoin d'effet. Donc c'est temporaire, c'est récurrent, ça se répète sans fin, sans fin, sans fin. C'est interminable. Donc prendre conscience de ce paradoxe-là est aussi un élément important du traitement. Et puis pour terminer, je noterai encore le paradoxe de l'attachement. L'attachement, en fait, ce n'est pas la possessivité. L'attachement, c'est la construction d'un lien sécure à l'intérieur de soi. Donc au fond, c'est l'ingrédient qui permet de se séparer. Et
cet ingrédient se reconstruit à travers tout le processus thérapeutique au sens large, tout domaine confondu, tout maillon confondu, aussi bien le travailleur de rue que le centre d'accueil ambulatoire, que le centre post-cure. Tous ces maillons participent à la reconstruction, au fond, d'une certaine cohérence qui indique que la personne est digne d'être accueillie, est digne d'être soignée, est digne de confiance dans sa capacité de penser, de ressources, d'évolution. Voilà. Et puis cet attachement, quand il peut se reconstituer, amène la personne dépendante à arrêter, je dirais, de sans arrêt disparaître, parce que c'est là où échoue la séparation d'habitude, c'est qu'il y a disparition. Et à la place, elle apprend à intérioriser le lien et à s'en séparer de manière constructive, c'est-à-dire en reconnaissant la part de coévolution qui s'est produite dans le travail et en gardant au fond une certaine forme d'héritage, d'héritage de tout ce parcours-là, héritage qui vient contrebalancer ce qui était là avant, qui vient le compléter, parfois le réparer, puis parfois qui vient sur une terre vierge au fond, où pas grand-chose n'avait pu se construire. Donc voilà, en résumé, le processus de la thérapie tel qu'on le conçoit quand on travaille dans la théorie de l'attachement autour des questions d'addiction.